Alors bonsoir les amis, aujourd'hui on reçoit notre ami Arthur Othon pour parler du magnifique Dune 2 de Denis Villeneuve qui vient de sortir au cinéma. Donc si je l'ai invité aujourd'hui dans ce fameux podcast qui se prénomme Factuel, c'est pour débattre de nos opinions différentes sur ce magnifique film que j'ai énormément apprécié. Alors Arthur, on va commencer simplement. Est-ce que tu pourrais me faire un petit résumé du film si tu l'as encore en tête? Je vais commencer par dire que j'ai vu le film jeudi. Ouais, ouais. Comme Que, moi, ouais, du coup je crois, je l'ai vu jeudi aussi, ouais. m'a dit que comme ça, on sera à peu près aussi frais Ouais, l'un que l'autre. chacun nous deux. Ouais. C'est la deuxième partie de Dune. Où on se retrouve juste après le combat qui a fait de Paul Atreides un Fremen. Ensuite, on va le suivre tout au long de sa révolution, sa guérilla plutôt contre les Harkonnens. Les Harkonnen, Les pardon. Harkonnen, comme on dit en français. Contre les Harkonnen et pour le contrôle de l'épice. Pendant cette guérilla, il finira par devenir le prophète qu'il ne voulait pas être. Le Muad'Dib. Le mot a dit. Comment, je sais même plus c'est quoi l'autre nom qu'ils ont donné, mais il y avait tellement de noms dans le film qu'à un moment, il y a le, je sais pas quoi, Kalsaïm là, plus Muad'Dim, plus, il a un autre nom. Je- Muad'Dib, c'est son nom de Oui, guerrier. il a un deuxième nom, c'est Muad'Dib quelque chose, je crois. Muad'Dib Joul quelque chose. Là. On n'est pas là pour débattre des noms. Fit Ornette la frappe, je sais plus. Ben, bref, alors, est-ce que tu peux, on va commencer gentiment, dire, Vas-y, attends, continue. on va commencer par les qualités du film, d'accord? Je vais Déjà, on va peut-être donner deux avis. Non, mais oui, vas-y, donne ton avis global. Je passais un plutôt bon moment. J'ai bien aimé, je trouve ça joli, ça caresse la rétine, l'histoire est assez prenante, malgré quelques longueurs et parfois quelques manques de précision. Un D'accord. peu quick. Bah, moi, je vais être factuel, hein, comme le nom de ce podcast l'indique. J'ai lutté pendant le début du film la scène du ver de sable géant, là. C'est censé être une scène épique, hein, j'imagine. L'ascension de Paul Atreides en tant que vrai Fremen. Bah, j'avoue avoir lutté contre le sommeil. J'ai l'impression qu'il y a aucune démesure épique. Il se passe quelque chose d'incroyable scénaristiquement. Le mec va quand même dompter une bête capable de dévorer des engins de plusieurs centaines de mètres. Et la scène est. Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est filmé comme si le mec il cuisinait un sandwich, quoi. Genre, il y a pas de démesure épique, il n'y a pas de mise en avant de la créature. Enfin bref, je vais pas partir dans les détails tout de suite, mais moi je trouve que j'ai un détachement quand c'est filmé. J'ai l'impression que c'est une pub des fois en fait. Je sais que là il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le film là-dessus, qui disaient que c'était une pub de parfum. Mais moi je trouve qu'il y a un détachement des personnages et j'arrivais pas à être dans l'histoire en fait. J'ai l'impression de regarder le film depuis le mode spectateur en fait. Mais vraiment en dehors de l'histoire. Donc j'ai vraiment aucune attache émotionnelle dans le film. Et même visuellement, en termes de réalisation, j'ai pas trouvé ça symboliquement puissant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est marrant parce que je te rejoins là-dessus. Parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout. Autant sur le premier, il y avait beaucoup de grands plans grandiloquents avec du gigantisme et des effets de style vraiment plutôt épique. Mhm. Autant dans le deuxième, je trouve qu'on est vraiment plus filmé de loin en tant que spectateur. C'est exactement le sentiment que j'ai eu. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une volonté, ou je sais pas, c'est au niveau du montage que ça a un peu merdé. C'est en gros toutes les grosses scènes d'action épiques, etc. Elles sont passées en hors champ. Ou alors elles durent une fraction de seconde, etc. Alors que on a beaucoup plus de plans qui sont, je trouve, au niveau des visages, où il y a pas forcément de dialogue, mais ça joue beaucoup sur les émotions, les non-dits. Et ça, Ouais. j'ai bien aimé. Mais du coup, c'est vendu un peu comme une fresque épique, quasiment un péplum ou un chemin, une prophétie, comme dans le film. Ouais, ouais. Et alors, on voit pas du tout. La prophétie est vraiment, je trouve, à échelle humaine, alors qu'on est dans un quasi space opéra normalement. Comment ça a été vendu en tout cas. Mais c'est vrai que cette ambiance de space opéra, je la ressens pas du tout, quoi. On n'a pas cette impression d'être sur une autre planète, quoi, dans le film. Ah bah, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je pense que ça peut être un avis biaisé parce que ça a été vendu comme fresque épique, une sorte de space opéra, alors que dans l'état actuel des choses, c'est pas du tout filmé comme. Ouais, mais j'ai vu pas mal d'arguments de gens justement là-dessus enfin c'est simple, j'avais des gens qui décrivaient le film comme un film anti-épique en fait qui bouleverse les codes du blockbuster en ne donnant pas aux gens ce qu'ils veulent, mais même en voulant faire un film intimiste, je vois pas, je sais pas si vous me dites s'il y a quelque chose, mais je n'ai jamais ressenti
de l'attache pour un seul personnage dans ce film. Il y a aucun personnage qui me fait ressentir quelque chose, quoi. Je pense que ça c'est le fait de jouer encore une fois avec cette histoire de prophétie, de vision de le futur. Je suis détaché de l'histoire à un point. En fait, je ne sais même pas ce que veut Paul Atreides. Je ne comprends pas. En fait, on est à la fois proche de lui, mais comme si on le regardait, mais on n'a pas accès aux événements importants, quoi. J'ai l'impression que c'est skippé. Quand le mec devient chef de la rébellion, badass, je sais pas quoi, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à une image, à un truc qui nous montre que le mec est fort ou quoi que ce soit. Parce qu'ils disent que les mecs ont coupé les Tu scènes. parles d'avant son, Ouais, devant son du ascension. coup là ça spoil un peu, mais avant son gros discours, avant qu'il boit l'eau de vie. Avant qu'il boive de l'eau de vie, ouais, ouais. Oui, alors là, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un anticlimax ce film. Mais oui, c'est vraiment le problème du film, c'est que je suis ni touché personnellement dans mon âme de spectateur de cinéma, ni en termes de pour venir apprécier les plans. Je suis désolé, je veux bien que les gens disent que le mec est un excellent réalisateur, qu'il sait lécher son image. Je n'ai pas le souvenir là d'un seul plan du film que j'ai trouvé beau. À part Même le pas plan noir et blanc, quoi, mais c'est la scène, ouais, la scène sur la planète des Harkonnen qui est, je trouve vraiment, c'est le moment où le film pour moi, j'ai fait waouh, ah, waouh. ouais, je me Ça dis qu'il y a un surprend. st ouais, il y a un style, mais tu te dis: «Mais pourquoi cette scène? Pourquoi cette introduction en demi-teinte?» Parce que je vois pas ce qu'ils essayent d'apporter. Moi, tu sais que ça on est totalement décousu, mais par exemple, prendre l'exemple de ce personnage-là qui est censé être le nouveau méchant. Oui, Heu, est-ce qu'il le cousin du Ouais, conf, je sais ouais, plus comment il voilà, oui, oui. s'appelle. Est-ce qu'il a apporté une sorte de tension dans le film? Quelqu'un a eu peur de lui à un moment? Après qu'on l'ait vu Franchement. tabasser 3 esclaves drogués, puis un quatrième esclave qui était juste mort de faim et blessé par quelqu'un dans le dos? Je je Les gens vont dire que c'est peut-être parce que c'est fidèle au livre, mais excuse-moi, mais le mec, il sert à quoi dans le film? À quoi sert ce type? Genre, vraiment le moment où comment dire? Où les Harkonnen changent de leader en gros, 5 minutes après, t'as les mecs qui sont en train de fusiller leur base, comme ça, comme si Dave Bautista il avait jamais compris que fallait juste aller tirer dessus avec de l'artillerie. Et les mecs, c'est bon, ils ont gagné. Genre, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé dans le film pour qu'ils trouvent la base des rebelles? Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passe pour qu'ils trouvent la base des rebelles. Ouais, c'est pas du tout précisé. Ouais, on est d'accord. On ne sait pas du tout comment. C'est tous ces moments où un peu de tension dramatique, où bah, c'est monté en épique et en iconisation de l'action. De l'action, par exemple, de faire exploser le camp des Fremen, de la bombe atomique qui explose, le début de la bataille rangée, etc. Bah, à part pour la bataille rangée, mais tout ça est passé sous silence. Moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est la scène finale. Enfin, bah, au moment de la bataille finale, on ne les voit pas pénétrer dans le vaisseau de l'empereur. Oui, c'est, On le voit, on est dans la salle et on attend et on voit, ça fait un peu cache-misère. oui, t'as vraiment le truc de. Mais tu sais que c'était une Ça fait blague. vraiment la technique hors champ. T'as la charge du gouffre de Helm là, les mecs qui se fourrent dedans. Hop, cut, ils sont dans le truc du boss. Directement, le mec marche comme ça tranquillement, il déambule jusqu'à l'empereur Harkonnen et le tue. Comme ça, tout le monde le regarde. Parce que comme c'est l'élu, personne lui tire dessus. J'ai pas compris. Je t'avoue que. En fait, j'ai l'impression que ce film saute des éléments cruciaux de l'intrigue en fait. Bah, oui, c'est exactement ce sur quoi j'aimerais rebondir. C'est pour un film qui dure 3 heures, il dure 2h45, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est la première fois que j'aurais pas été déçu qu'ils fassent la deuxième partie en 2 parties. Comme on a eu la malchance d'avoir comme mode à l'époque. Du coup, ils rallongeaient la truc. Mais là, j'ai l'impression qu'il manque des morceaux. Mais j'ai l'impression qu'il Il y a manque des des moments. morceaux, mais que ça raconte rien quand même en fait. Je veux dire, si tu coupes ce film Je en pense. deux, qu'est-ce que tu mets? À part la bataille finale Non, à la limite? non, non, tu peux rajouter justement toutes les scènes qui sont coupées et tu peux vachement plus développer les personnages. Parce que moi, il y a des trucs où j'étais déçu. C'est sur certains personnages, j'aurais aimé peut-être un peu plus de développement ou un peu plus de scènes qui, bah, principalement chez les méchants. Hein. Parce que Ferrota, qui est le nouveau méchant, franchement, Rota, c'est Pennywise là? ouais, c'est ouais. Ok, ouais, faut me parler comme ça. Faut me parler en Ferrota, Batista, faut me parler en Pennywise. Bah, Pennywise et Bautista, concrètement, les Ah méchants. non, mais tout le long du Les film, j'étais là méchants. en train de dire, mais je crois que c'est le film le plus subtil que j'ai vu sur les méchants, sur la planète des méchants en noir et blanc, quoi. Non, vraiment, c'est. Il y a un Et manque de puis la subtilité mort de qui est. Bautista, Il est ça mort? arrive comme un cheveu sur la soupe. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort. C'est vraiment, on le voit fuir, on se dit: «Ah, il va peut-être revenir ou et cetera, il va faire un truc» et là, boum, on arrive sur une scène de bataille où ils arrivent en libellule volante là, ça pète de partout. Bon, la CGI, Ouais, oui, il y a Thanos qui lui pas court folle. après, là. Ouais, il y a Thanos qui le court après, il se retourne, il dit: «Ah, je vais te niquer» et cetera et il se fait juste en 2 secondes.
Non, mais Hop, mec, hop, pas de combat, rien. L'anticlimax. mais est-ce Genre, que. pourquoi tu nous montres Bautista fuir, etc. Enfin, Mais en fait, il aurait pu ne pas être dans le film. à quel moment, hein, je suis désolé, quand tu installes des méchants dans un film, il faut qu'à un moment donné dans le film, tu montres à quel point ils sont forts, à quel point ils sont puissants, à quel point ils représentent une menace pour les héros. Mais je veux dire, Bautista, à quel moment les Harkonnen font peur à quelqu'un? C'est des clowns. On dirait des mais Stormtroopers. dans la première partie, ils sont vraiment flippants. Surtout quand ils arrivent avec les troupes de l'empereur, là. Oui, oui, Je sais plus comment ils s'appellent. Les Sardaukar, un truc comme ça, là, les Les Sardaukar. Sardaukar, ouais. Là, franchement, la fin de la partie 2, avec le combat des Sardaukar, avec ça, l'ambiance était pesante, l'image était belle, le pyro, enfin, c'était stylé de fou. J'avoue que je n'ai plus aucun souvenir de ces passages-là dans Dune 1, mais genre là, les Sardaukar et les Harkonnen dans ce film, c'est les Golemons du coin. Il y a aucun. Est-ce qu'il y a un Sardaukar ou un Harkonnen qui tue un Fremen, à part le mec qui monte dans l'avion? Est-ce qu'on a une scène où un Fremen se fait tuer? Si, sur la première scène d'attaque d'extracteur d'épices, le mec qui est dans, qui est dans la sauterelle, enfin le Yumi, Ouais. il est au Vietnam, là, il rafale une quinzaine Oui, de mais Fremen. tu les vois tuer de loin, quoi. Tu les vois se faire Ah tuer de oui, loin. oui. Tu t'as pas le sentiment de puissance, quoi. Puis là, on est littéralement, c'est Star Wars 6, quoi. C'est les Wookiees contre l'armée impériale, normalement, mais C'est pas les Wookiees, c'est les Ewoks. oui, les Ewoks, pardon. Voilà. On va avoir des Et problèmes. ouais, c'est vrai. Surtout moi, que tu vois ma chambre en plus. Tu vois, genre je comprends pas. Après, je pense que les gens disent que c'est une question de fidélité au livre, mais je c'est Je pense que ça, on va savoir. On n'a pas lu. où est la tension dans le film? T'as peur pour qui dans le film? Parce que moi, un film, personnellement, on va peut-être un peu dévier sur notre vision du cinéma, mais ce qui m'implique dans un film, c'est faut que mes émotions soient à fond, quoi. Faut que j'ai peur pour quelqu'un, que ça me fasse rire, euh, que j'ai envie de voir ce qui va se passer, que je sois sublimé par un souffle épique, que je me dis vas-y, c'est maintenant que ça va envoyer, ou juste être triste, pleurer, tu vois, des trucs qui se passent. Là, le film, j'ai l'impression de regarder une cinématique. Je vois pas à quel moment tu es censé être triste pour un perso. Et après, je pense que c'est encore une fois, je pense que moi, de mon côté, la prophétisation ou tout ce qui est annoncé au début, surtout quand ton personnage principal voit le futur, j'ai un peu ce syndrome d'Attaque des Titans, tu vois. On se détache de Paul Atreides, genre on le voit plus de. En fait, on le voit lui, mais on voit pas l'histoire de son point de vue. Tu vois, on voit ce qu'il fait, mais on regarde juste en fait. Genre, ok, il fait ça, mais on sait pas ce qu'il y a dans sa tête, on sait pas pourquoi il fait ça, on comprend pas vraiment. Puis même son côté où il accepte de devenir le prophète des Fremen. Genre, le mec dit qu'il est contre tout le long, et il y a une scène où il pète un boulard après avoir bu son eau de vie, et instantanément, le mec est décidé à devenir le prophète, et après, tu le revois plus qu'en train de réussir tout ce qu'il fait. Je comprends pas, mais j'ai l'impression d'avoir vu un film d'une succession d'actions, mais qui n'ont aucun lien entre elles, en fait. On sait pas comment les actions s'enchaînent. Alors là-dessus, je suis pas 100% d'accord avec toi. Bon, déjà, j'aimerais revenir sur le fait, les méchants du film. Pour moi, pourquoi les Harkonnen sont aussi clownesques? C'est parce que le vrai méchant du film, en fait, c'est le fanatisme religieux qui a été instauré par Bene, Bene Les Bene Gesserit, je sais Gesserit, ah pas, ouais, les noms, c'est les terrible. Bene, les, On a dû faire une critique sur Cocorico, on aurait moins fait chier pour les noms, franchement. Les Bene- L'ordre en des bref, Bene Gesserit, là. Hein. les vraies manipulatrices de la galaxie, selon leur dire, parce que c'est elle qui a créé justement cette prophétie Oui, pour. c'est les États-Unis, quoi. C'est Ouais, eux qui ouais, instillent c'est ça. des dirigeants et après qui Mais dans les du autres coup, pays. là, ça leur pète entre les doigts parce qu'il y en a une qui a décidé, la mère de Paul, qui a décidé de faire un peu bande à part et de jouer un peu sa carte. Et du coup, il y a toute cette idée pour moi de prophétisation, de fanatisme, de c'est quoi réellement la différence entre un vrai ou un faux prophète. Au final, ne sont-ils pas tous des faux prophètes ou tout simplement ne devenons pas nous-mêmes des prophètes en y croyant. Ouais, mais Et donc, ouais, pour moi, c'est ça le vrai antagoniste du film. Après, c'est plus ou moins bien amené. Et je te rejoins là-dessus sur le fait que, bah, à part pour moi la partie vraiment prophétisation, etc., qui est, je trouve, assez bien foutue, et il manque quelques scènes euh, pour expliquer vraiment de plus en profondeur et avoir vraiment toutes les clés de compréhension pour être vraiment le plus intéressant possible. Et c'est clair que à côté de ça, quand tu vois les scènes avec les Harkonnen, etc., tu te dis, oh, ils sont clownesques, ouais, quoi. tu vois Batista crier tout le temps, tu comprends pas pourquoi. Bah, c'est pour ça que s'ils avaient divisé en deux parties, je pense qu'ils auraient
vachement mieux développer les Harkonnen et les rendre moins clownesques. Et faut savoir que David Lynch a fait un film de 2 heures sur les 2 parties qu'on vient de voir là. Donc là, on a eu le droit à 6 heures de contenu sur la même taille de bouquin. Et on a l'impression qu'il y a des. Mais je crois, honnêtement, hein, je te jure, j'ai pas lu le livre, mais tous les retours que j'ai vus, les gens disent que c'est fidèle à 100% au livre. Que les scènes de bataille sont skippées, etc. Que du coup, le mec a pas voulu inventer une scène de bataille. Mais après, quand on voit. Ah, c'est con, t'es au cinéma, tu changes de média, tu passes du livre au cinéma, il y a un moment, faut que Et non, parce que du coup, le mec m'a bien précisé, j'en ai parlé avec quelqu'un sur internet, il m'a bien précisé que justement, qu'on n'est pas prêt en fait, c'est là qu'il nous prend à dépourvu, parce qu'on s'attend à une scène de bataille, et là, Denis Villeneuve nous surprend en ne mettant pas cette scène de bataille. Et c'est là Ah. le génie de Ryan Johnson, de montrer au public qu'il Non, peut leur casser les couilles. c'est que il y a des moments où ça fonctionne. Quand il est là, où il skip un peu les batailles, etc. Enfin, surtout genre les 90 assauts qu'ils font pour tu sais, les 2 ans, de guérilla, etc. Tu vois une guérilla, ensuite il y a une ellipse, ok, tu vois, genre, c'est compréhensible. Je n'avais aucune notion du temps qui passe dans le film, personnellement. Je ne comprenais rien à la temporalité du film, c'est Ouais, terrible. Moi, en fait, je pense que le seul truc qui me réveillait dans le film, c'était les clairs-obscurs de Denis Villeneuve. C'était le fait que tu es dans une cave pendant 15 minutes, et d'un coup, il te met dans le soleil, full cramage de rétine. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Il faudrait qu'il nous fasse des fondus visuels. Le mec m'a cramé la rétine tout le film. C'est une dinguerie d'avoir que 2 colorimétries dans son film. Mais c'est soit tu ne vois rien, soit tu te fais cramer la rétine. Je ne vois pas ce qu'il a essayé de faire. Surtout qu'il n'y a même pas cette sensation de. Comment dire? T'as pas l'impression qu'il fait si chaud que ça, tu vois. T'as pas un personnage qui C'est vrai transpire. qu'il y a T'as pas un on a personnage qui a chaud. T'as rien. Les mecs qui sont là, beaux gosses. Petit Timothée Chalamet, petite Zendaya, petite pub de parfum, en train de défiler dans le sable comme ça tranquillement, avec des visions. c'est à cause de la combi, tu vois. Genre, la combi, elle est censée récupérer. Ah, mais le frérot, je veux bien qu'il ait une combinaison. Il a quand même la tête à l'extérieur. T'es censé être sur une planète où c'est invivable. C'est censé être invivable. C'est vrai que c'est c'est très. Le mec ne transpire pas. Le mec n'a pas l'air fatigué, n'a rien. Les personnages principaux n'ont rien. T'as pas l'impression que c'est dans le désert. Je trouve les paysages magnifiques et je trouve bien filmés, mais oui, je te rejoins. C'est vrai qu'avec du recul, ça fait un peu pub de parfum. Mais tu vois, même les plans, il n'y a pas de gigantisme. Les vers de sable, on dirait un animal, quoi. Il n'y a pas de peur épique, il n'y a pas de. Je sais même pas. En fait, quand je regardais la bataille finale, je dis, je sais même pas. Je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait. Je dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne sais pas où ça mène. On n'a pas de dénonciation, en fait, de ce qu'ils veulent faire, en fait. C'est qu'on n'a pas le but final de Paul Atreides. Il veut libérer et venger son père, d'accord, ça on l'a compris. Après, il se lance une autre quête qui est prophétique pour, en gros, gagner la confiance de son peuple, parce qu'il essaye de lui dire Thanos, là, tout le long du film, accepte ce rôle même si tu n'y crois pas, afin d'en profiter pour que ça serve ta propre cause, quoi, de pouvoir te relever contre les Harkonnen, puis contre l'empereur. Puis j'ai l'impression qu'il y a comment dire, une coupure, en fait, genre le mec rush dans les 20 dernières minutes, entre le mec qui veut pas accepter ce qu'il veut être, il veut pas se servir de sa prophétie pour se jouer des Fremen, et au moment où il boit l'eau de vie, donc c'est-à-dire que là on n'a aucun doute sur l'eau de vie parce qu'on se fait spoil par la prophétie, il lui dit oui mais il va revenir boire l'eau de vie, donc bon, là la tension elle est finie. Quand tu vois la scène où il est exactement au même endroit où il y avait sa mère 30 minutes avant, il boit son eau de vie, on sait qu'il va revenir, il revient à la vie. Après, il va faire sa bataille. Tu dis, mais attends, il n'y a pas tout qui va se passer comme sur des roulettes exactement. Et si, il n'y a aucun retournement de situation, aucun truc. Après, il voit l'avenir. Ouais, mais justement, il voit l'avenir. Mais tu peux pas nous mettre un autre personnage dans ce cas-là. C'est le personnage principal qui voit l'avenir, la mère qui voit l'avenir. Euh, je- je- c'est quoi la tension dans le film là? Après, c'est le problème des personnages qui sont écrits comme ça. Là, je pense que ça vient pas du film, mais ça vient carrément de l'œuvre de base. Hein. Donc, Bah, c'est une adaptation. C'est pas il a pas filmé le livre, le mec. C'est-à-dire que c'est dans son choix scénaristique, ils ont réécrit le scénario. Ils ont pris le livre, ils l'ont adapté. oui, mais C'est-à-dire, tu peux pas changer le personnage principal. non, mais pas le changer. Mais je veux dire, mettre en scène visuellement, tu nous spoil pas. Tu nous le mets après la scène de la mer qui est, toi, tu peux mettre en scène, tu vois, par exemple, Eren dans l'Attaque des Titans, Ouais, au moment où il voit le futur. Nous, on ne voit pas le futur. oui. On n'a pas des scènes de ce qui va se passer. Tu vois, là, c'est vraiment littéralement du spoil. C'est comme si Eren, à la saison 3, dès qu'il touche la main d'Historia, il te dit, bon, bah, en fait, je vais raser le monde, mais j'ai fait semblant pour mes amis.
Donc voilà, ce qui va se passer dans les 2 prochaines saisons. Donc là, non, pourquoi nous montrer ce qu'il voit, en fait? Je comprends pas. Pourquoi ne pas avoir fait un truc, tu vois, peut-être du côté de Shani, je pense. Parce que finalement, tu vois, j'ai trouvé que c'était l'un des seuls personnages dans le film qui était un minimum attachant, tu vois? La Zendaya. Mm. Moi, j'ai bien aimé Dame Jessica, la mère de Paul. Moi, j'ai Parce qu'en trouvé fait, totalement je trouve qu'elle câblé. parce que je trouve qu'elle avait tout d'un bon antagoniste, en fait, et elle n'est pas du tout exploitée à la fin. Ouais, c'est dommage, oui, parce qu'en fait, tout le long du film, t'as une sorte de montée en puissance, en gros, du fait qu'elle soit éloignée, tu vois. Il y a un truc, ça, c'est un truc que j'aime bien, qui est un peu à la Game of Thrones, un peu. En fait, d'avoir des personnages qui sont tellement à des endroits différents, qui sont en train de créer des bordels, tu vois, mais dans un. Tellement loin que ça va te revenir à la gueule, tu vois. Tu sens qu'il y a un effet boomerang qui va arriver, tu vois. Le fait qu'elle va créer des fanatiques et tout, tu vois, tu sens que c'est en train de monter en pression. Là, tu vois, là, ok. Là, j'ai ressenti une petite pression quand je dis, oula, attends, ouais, elle est vraiment en train de leur laver le crâne, là. Sauf que d'un coup, Il mange dans la main, quoi. ouais, voilà, d'un coup, Paul Atreides, en fait, est juste d'accord avec elle. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, là-dessus, ça a tout cassé. Mais c'est vraiment le fait qu'il accepte a été assez rapide, je suis assez d'accord. Mais en fait, c'est. Déjà, pourquoi il boit l'eau de vie? Euh... Attends, si, attends, je vais reconnecter mes neurones de mémoire, là. Je crois que c'est parce que il refuse d'utiliser tout l'arsenal de son père atomique. Et du coup, il se dit, vaut mieux que j'unisse le peuple, etc. Et il se fait un peu aussi convaincre par Thanos. Mais il se fait convaincre rapidement quand même. C'était écrit. En fait, le running gag. Le personnage qui joue le fanatique, là. Le fanatique qui est à fond sur lui, Ah le oui, chef de c'était la tribu. clair. Ah oui, oui, le C'était running gag. écrit. C'était écrit. Non mais comment ça peut être premier degré, frère? Je crois que le mec fait un truc. C'était écrit. Le mec, il le dit genre 27 fois dans le film, avec la même Lâché. tête. Mais je sais pas d'où vient cet acteur. Lisan Al-Gaïb. Lisan Ah, Lisa Al-Gaïb. Agaï, voilà. C'était écrit. C'était écrit. Il a pris un Coca Zéro. C'était écrit dans les prophéties. Nous le Non, mais savions. là-dessus, je trouve que ça rejoint bien le côté un peu prophétie Oui, autoréalisatrice. oui, oui, ça je suis d'accord que. Mais sauf que le problème, c'est que c'est comme c'est montré, c'est comique. Genre vraiment, il pouvait juste, par exemple, faire montrer son visage et comprendre que, tu vois, il se rendait compte que c'était vraiment son prophète. Parce que le lire 27 fois, c'était écrit, on a compris. On a compris que tout ce qu'il va faire était écrit, en fait, au bout d'un moment. Puisque il voit. Enfin, le problème, c'est que c'est une prophétie déjà qui va se réaliser. Et en plus de la prophétie, le mec est au courant que la prophétie va vraiment se passer. Je trouve qu'il y a normalement, la prophétie, c'est là pour peut-être donner un peu de suspense. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que c'est comme quand il y a dans un film, il y a des plans, et on va dire, il y a quelqu'un annonce son plan, il te l'annonce, et tu sais que ça va pas se passer comme ça. C'est le principe du cinéma et du suspense. Si le mec t'annonce le Et, plan et que ça se passe exactement alors, comme ça, mais il me semble que c'est cette prophétie qui a été créée par les Béné des séries. Gesserit, là. Et c'était censé juste manipuler le peuple. Et Paul ensuite s'en sert pour coller au mieux et ensuite réagir ses intérêts. Mais il me semble, dans le peu que j'ai lu des résumés du livre, etc., il me semble qu'il ne suit pas la prophétie après. Enfin, il Oui, ne suit mais pas la prophétie, il l'utilise, mais il ne la suit pas. peut-être. Mais dans le film, on ne le sait pas, ça. Et justement, dans le film, de ce qu'il voit du futur, il dit j'ai vu les avenirs, je les vois clairement, et il n'y en a qu'un seul, ou un petit espacement où en fait ça se passera bien pour nous. Quoi. Ouais, c'est genre Doctor Strange. Ouais, ouais c'est C'est genre Doctor Strange, quoi, le mec. Il a vu toutes les possibilités et il y en a une où on gagne. c'est ça. Ouais, ouais. Bon, je pense que on va se reperdre. Je vais me reperdre en dissonance cognitive scénaristique si je me relance un peu dans le scénario. Mais je vais essayer de résumer un peu pourquoi moi je me sens totalement détaché du film. Donc je vais conclure ma partie, après je te laisserai conclure ton opinion. On est très sage, hein, pour le premier épisode d'ailleurs, hein. Vous avez fait attention que j'ai été très calme, très sage. C'est 22h, je suis fatigué. Alors, moi, le problème que j'ai avec ce film, Léa, je le conclus, c'est que je n'ai aucun attachement avec aucun personnage. Je trouve que je suis pas intéressé par ce qui leur arrive, ce qui va leur arriver. Je m'en fous totalement. Visuellement, je me suis fait cramer la rétine. Denis Villeneuve va te faire foutre. Tu vas me payer l'opticien. Je vais me faire rembourser par la Sécu. Je te le dis tout de suite. Je vois pas pourquoi le mec nous met des plans noirs, blancs du côté pour nous montrer la rudesse du soleil, mais va te faire foutre. On a compris au bout de 5 heures de film. On a vu le film d'avant, on a vu celui-là, on a compris. Le sable, c'est chaud. Merci Denis. On a compris. Et j'ai encore une fois du mal avec. Ça, c'est la même histoire que j'avais avec Ryan Johnson à l'époque de Star Wars 8.
c'est de s'enorgueillir du fait d'être à contre-courant, de skip les batailles, de trucs. Et encore une fois, je l'ai pas dit, mais merci à lui d'avoir skip les batailles. Puis quand j'ai vu les combats au couteau qu'il nous a proposés, merci à lui de ne pas avoir filmé des batailles, parce que j'avais très peur. Hein. Que le combat au couteau de fin, c'est totalement... J'ai rien compris. J'ai dû demander à Lorelai ce qui s'est passé dans la scène, parce que je n'ai pas compris le changement de couteau. Le mec nous a cadré au niveau de la tête pour nous faire une sorte de Arya Stark à la fin de Game of Thrones. Enfin bref, ne filme pas des scènes de combat. Embauchez-le sur Arte. Allez faire tourner des documentaires dans le Sahara. Mais bref, pour moi, c'est... Si je devais donner une note, c'est 5-6, quoi, le film. En termes d'appréciation. Sur 10 Sur 10. Sur 10. Et après, je respecte 5-6 parce que je respecte quand même... je vois un nombre de merdes de cinéma, je peux pas le mettre en dessous de ça. Certes, ça ne me touche pas, mais il y a quand même une proposition, il y a quand même quelque chose. Donc voilà, moi, je mets une petite note, voilà. Je sais pas si on en mettra tout le long. Je vais dire 5,5 sur 10. Fuck Denis Villeneuve, voilà. À toi, Arthur. Moi, j'ai globalement bien aimé l'expérience de quand j'étais au cinéma. J'ai bien aimé les visuels, etc. Le sound design, la musique, était incroyable. C'est vraiment le truc qui, pour moi, tire le film par le haut. C'est le sound design et la musique. Les visuels sont beaux. Il y a vraiment des scènes qui sont, je trouve, assez bien foutues. La scène où il devient prophète et il fait son grand discours, etc. Toutes les scènes un peu de discussion, de faux regards, de regards, de non-dits, etc. Franchement, ça marche bien. Moi, j'ai bien aimé, j'étais bien dedans. Après, les scènes de bataille, elles sont un peu pourries. C'est vrai qu'elles sont pas filmées. mais après, oui, je rejoins le fait que c'est assez décousu dans son ensemble. Et que l'expérience de l'anticlimax, elle peut fonctionner. Elle peut parfois apporter des choses intéressantes, mais pas tout le film. Enfin, il y a des moments, ça fait chier, quoi. C'est vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Dédicace à Ryan Johnson. Donc à la fin, moi, comme j'ai quand même été bien embarqué, un 7, 7,5. Ok. C'est correct, franchement. T'es généreux. Moi, je suis généreux. Après, je suis pas hyper objectif. Je suis assez fan de Du sable. T'adores le sable, tu m'as dit, non? Ouais, Bon, ça, t'es un vrai fan de sable. Voilà, Je suis un vrai fan de sable, donc forcément, j'ai adoré le film. voilà. Donc on est à peu près à 12... Ouais, ça fait une petite moyenne. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça n'était pas trop décousu, pardon, parce que là, franchement, on est parti dans tous les sens. On essaiera, promis, je vous jure, la prochaine fois, de s'organiser, de faire un plan, de développer tranquillement nos idées et les opposer tout en s'insultant gentiment. Et voilà, donc merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Arthur d'être venu pour débattre avec moi de ton opinion sur ce film. Et à la prochaine. Et à la prochaine.